permanent d'ici décembre, date retenue pour le premier Conseil national des exécutifs. Climat des affaires au Sénégal, quel impact sur l'économie? Les réformes initiées par le gouvernement sont à 94%. Le taux d'exécution, une hausse de plus de 17% est noté en matière de création d'entreprises. En cette année 2016, notre pays va atteindre les montants de 1665 milliards pour les investissements privés et 259 milliards pour les investissements directs étrangers. Le point dans la rubrique économie de ce jeudi. Couleur du Sénégal sur le tempo du Ndaga, ce genre musical spécifique au Sénégal à son père fondateur, Saloum Dia, ou la voix d'or de Médina Sabar qui vit à Nofane et garde toujours la pêche. L'homme a toujours été décrit comme l'ami des présidents Senghor ou Daouda Diawa. Et puis le Ndao Rabine entre rythme, élégance et mysticisme. La danse des femmes lébou passe à la loupe dans la série pour encore plus de couleurs du Sénégal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a quitté Dakar cet après-midi à destination de Montréal pour participer à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Pour rappel, le Sénégal a déjà bénéficié de 300 millions de dollars de ce fonds lancé en 2002. Le chef de l'État se rendra ensuite à New York le 18 septembre 2016 pour prendre part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, le président de la République va délivrer un message en sa qualité de président du NEPAD. Il interviendra également à la tribune du Conseil de sécurité dans le cadre du débat sur la Syrie. Par ailleurs, un important programme d'entretien bilatéraux est inscrit dans l'agenda du président de la République. Le chef de l'État sera de retour à Dakar le 22 septembre 2016. José Mario Vaz, reçu hier par le président Macky Sall, le président bissau-guinéen, est venu rendre compte au chef de l'État de l'évolution de la situation dans ce pays voisin. Une crise qui fait l'objet de médiation, notamment celle de la CEDEAO. Il a remercié le président Sall pour le soutien constant du Sénégal. Pour sa part, le chef de l'État s'est dit optimiste quant à une issue heureuse au Marning. La preuve que Dakar est incontournable dans le processus qui doit conduire à la résolution de la crise en Guinée-Bissau. Le président José Mario Vaz est venu rendre compte au chef de l'État de l'évolution de la situation. Et depuis hier que je quittais de mon pays, j'étais à Brazza, Djamena, et je me retrouve cette soirée avec mon frère ami Macky Sall. Je suis là surtout pour rendre compte de tout ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, avec la mission de deux présidents de la République, président de la Guinée, président de la Sierra Leone, sur la situation de médiation en Guinée-Bissau. Je suis là pour rendre compte du président Macky en tant qu'ami, en tant que voisin aussi, et de l'écouter et aussi le conseil. Le Sénégal est toujours à côté de nous. De temps en temps, je parle avec le président Macky. Vraiment, il a beaucoup fait pour la Guinée-Bissau. C'est à cause de ça que je suis là. Et je suis là pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Pour une paix définitive dans ce pays voisin, le chef de l'État s'est beaucoup investi. Aujourd'hui encore, il s'est dit confiant quant à une issue heureuse. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reçois mon frère et ami, le président José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau. Il a tenu à s'arrêter à Dakar pour justement nous faire l'amitié de nous informer de l'évolution de la situation qui avance positivement. Donc nous devons être optimistes. Le président Alpha Condé, en tant que médiateur de la CEDEAO, ainsi que le président Baye Koroma, se sont rendus à Bissau, l'ont rencontré, ont rencontré toute la classe politique. Nous avons bon espoir et vraiment il m'a fait un point exhaustif. Je l'en remercie. C'est donc une marque de reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall pour son accompagnement constant et son soutien.
En Conseil des ministres hier, le chef de l'État a engagé le gouvernement pour un suivi cohérent des politiques territoriales. Il a déterminé un calendrier qui implique toute la chaîne de l'exécutif. Les gouverneurs vont tenir des conférences territoriales en octobre et le Premier ministre une revue des engagements publics en novembre. Puis en décembre, le chef de l'État va tenir le premier Conseil national des exécutifs. Tierno Armandoussia. Territorialisation des politiques publiques, cohérence des réalisations, une projection claire des plans de développement des collectivités territoriales et des nouveaux programmes d'infrastructure, un vaste chantier qui démarre le 30 octobre avec 14 conférences territoriales. Dans chaque région du Sénégal, le gouverneur évalue l'état d'exécution des programmes d'investissement. Ensuite, au mois de novembre, le Premier ministre préside la première revue de l'ensemble des engagements publics et programmes prioritaires. Le rendez-vous sera trimestriel et il va s'intéresser aux différentes mesures issues des 14 conseils des ministres délocalisés. En fin d'année, le chef de l'État intervient. Il va présider le premier Conseil national des exécutifs. L'objectif est de procéder à une évaluation annuelle du programme territorial de l'État du Sénégal. La territorialisation des politiques publiques, une option irréversible. Le président de la République l'a réaffirmé hier en Conseil des ministres. Il a donc livré l'agenda et les délais afin de renforcer les pouvoirs des collectivités territoriales. Ibrahim Mandonga. Le développement des collectivités locales est une priorité pour le gouvernement. La concrétisation d'une telle volonté passe nécessairement par une articulation des politiques territoriales. C'est d'ailleurs ce qui motive l'initiative des conférences territoriales dans chaque région à la date du 30 octobre. C'est une très bonne initiative parce que déjà les différents textes de loi de la décentralisation avaient prévu déjà en 1996, il y avait la conférence d'harmonisation qui devait se tenir régulièrement au niveau de chaque région pour permettre un peu à l'autorité régionale de faire le point sur la situation des différents investissements au niveau de la région. La conférence territoriale d'évaluation donc essaie d'évaluer ce matching. Est-ce que ce matching marche? Quand l'État vient dire je fais une infrastructure dans la région et quand une collectivité ou bien des collectivités solidairement veulent réaliser une autre infrastructure, il faut qu'on voit d'abord est-ce qu'il n'y a pas un doublon? Parce que ça, je pense que c'est la meilleure façon de gaspiller des ressources. Et on parle depuis toujours dans ces deux documents de rationalisation des ressources publiques. Mais un défi est à relever, la pérennisation de l'organisation de ces conférences. On fait un peu la cartographie des interventions. Au niveau du Sénégal, il y a une grande disparité au niveau des régions. Il y a des régions qui, en termes d'investissement, d'infrastructures, sont des régions qui sont très bien pourvues. Il y a d'autres régions qui enregistrent un gap énorme en termes d'infrastructures. Et pour un suivi de ces politiques territoriales, une revue trimestrielle sera organisée par le Premier ministre, une manière d'avoir une idée sur les engagements pris lors des conseils des ministres décentralisés. Le fait de pouvoir créer une revue trimestrielle, ça permet de mettre les acteurs territoriaux en confiance. Ça permet aussi de mettre les partenaires techniques et financiers en confiance parce qu'on a besoin, à un moment ou à un autre, de pouvoir contrôler l'action publique. Si tous les 3 mois, le Premier ministre peut réunir l'ensemble des acteurs pour savoir est-ce qu'effectivement ces processus sont bien engagés, je pense que ça permet de faire une bonne coordination, de réorienter et d'impulser davantage. Donc cette deuxième instance au moins permet de faire ça. À cela s'ajoute le Conseil national des exécutifs. Objectif, évaluer annuellement le programme territorial de l'État. Le Conseil national des exécutifs permet au président de la République de partager encore sa vision et sa stratégie. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre dans surtout le rôle qu'il doit jouer dans la définition de la politique de la nation. C'est son rôle. Mais il doit le partager avec l'ensemble des détenteurs, entre guillemets, de pouvoir. Parce que aussi bien les élus, donc les exécutifs locaux, ont des pouvoirs. Ils sont habilités et leurs collectivités ont des missions qui sont complémentaires à celles de l'État. Conférence territoriale, revue trimestrielle ou Conseil national des exécutifs, un triptyque qui en dit long sur l'ambition des pouvoirs publics
à davantage développer les collectivités locales. La conférence d'évaluation des programmes de l'État, une idée pertinente du président de la République. C'est, du moins, l'avis du chef de l'exécutif régional de Saint-Louis. Dans la région Nord, des projets sont en cours d'exécution et d'autres sont annoncés. Cette conférence sera une occasion pour réviser tout cela, nous dit Mama Moussaïa. En juin 2012, Saint-Louis a accueilli le premier conseil des ministres délocalisé. Depuis lors, beaucoup de projets ont été réalisés à coups de milliards. La grande mosquée, sa réhabilitation, le président de la République en a pris conscience et a décidé donc de prendre en charge cette question. Les architectes du palais sont en train de travailler sur la dernière version, étant entendu que l'option de refaire la mosquée est arrêtée par le président de la République. Donc ça, c'est un élément nouveau. Le deuxième élément nouveau, c'est que la langue de Barbarie est sujette depuis plusieurs années à un phénomène cyclique de raz-de-marée qui fait que beaucoup d'habitations sont englouties et la menace persiste d'année en année. Là également, le président de la République a décidé donc de diriger quand même une digue de protection sur une longueur de 3 km qui mettrait définitivement à l'abri donc c'est les populations et leurs biens dans cette zone. Saint-Louis, une région à vocation agricole, l'État du Sénégal a mobilisé une 50aine de milliards pour ce secteur. Que jamais filière n'a reçu autant d'argent, surtout le riz. Puisque la dominante dans cette région, c'est la culture du riz. Nous sommes presque à plus de 50 milliards d'investissements relativement aux aménagements, relativement aux axes hydrauliques qui ont été refaits, relativement à l'acquisition de machinisme agricole, relativement également à l'électrification des bastions de production. Les termes de référence pour l'organisation de la conférence sont attendus. Cela permettra d'harmoniser la démarche conformément aux directives du chef de l'État. Le ministère des Postes et Télécommunications a organisé un atelier de partage sur le rapport provisoire du document de stratégie Sénégal numérique 2025. Ce programme a pour principal but d'améliorer les performances de notre pays dans tous les secteurs d'activité grâce au numérique. Elimandaoua. Le numérique, un instrument de nos jours indispensable au projet de développement. C'est ce que le gouvernement du Sénégal a compris en lançant le programme Sénégal numérique 2025. Objectif, améliorer son classement dans le secteur. Aujourd'hui, nous sommes, disons, entre la 9e et la 11e place au niveau africain. Et notre objectif au niveau africain, c'est d'atteindre d'atterrir parmi les 5 premiers pays en Afrique dans le domaine du numérique. Au niveau international, nous occupons aujourd'hui dans certains classements, disons, la 105e ou la 106e place. Et nous comptons gagner justement une quarantaine de places. Sur certains indicateurs, le Sénégal est même leader en Afrique. Le Sénégal aujourd'hui est le premier pays africain où la contribution de l'Internet dans le PIB est le plus élevé. Donc nous dépassons même certains pays du Nord. Sénégal numérique 2025 compte combler les retards dans le domaine enregistrés dans les secteurs prioritaires du PSE. Il s'agit notamment de l'agriculture, l'éducation et le commerce. Le programme vise également à faire de l'Internet un levier incontournable en améliorant la couverture au débit. Progressivement, dans les semaines et les années à venir, il va y avoir un déploiement de la 4G qui va se substituer progressivement à toutes les autres technologies de téléphonie et même d'accès à Internet. Et le taux de couverture que nous avons imposé aux opérateurs est certainement un taux très élevé qui va permettre à toute la population d'avoir accès à Internet. À travers 38 réformes et 58 projets, Sénégal numérique 2025 compte bien faire du Sénégal un hub important sur le plan régional et continental. Au total, le programme va coûter 1300 milliards de francs CFA, financé à 73% par le secteur privé. Le phénomène perdure. Chaque année, les inondations touchent plusieurs zones de la capitale. Les conséquences sont de plus en plus douloureuses. Pour atténuer les effets, les acteurs s'engagent à une meilleure gestion des inondations par les populations elles-mêmes. C'est tout le sens de cet atelier qui s'est ouvert ce matin à Dakar par le CRES, le Consortium pour la recherche économique et sociale. Mansourba.
Des chercheurs venus de la France et de la Suisse et des universitaires sénégalais ont participé à cet atelier de validation des outils de recherche-action contre les inondations dans le cadre du projet dénommé « Vivre avec l'eau ». Ce projet, financé par la coopération britannique, vise à permettre à plus de 900 000 personnes de faire face aux inondations dans 10 communes de la région de Dakar. L'objectif, c'est d'atteindre 920 000 personnes. Et effectivement, nous sommes toujours dans cette dynamique. Le projet va intervenir dans un premier temps au moins sur une dizaine de communes réparties entre les 3 départements de Dakar. Pour mener à bien ce projet, le CRES, Consortium pour la recherche économique et sociale, compte travailler aux côtés de l'État à travers le ministère du cadre de vie et du renouveau urbain pour satisfaire les populations. Le Sénégal est confronté depuis des années à des inondations récurrentes. Ces inondations ont accentué la dégradation des conditions de vie des populations, notamment celles installées dans les zones inondées ou inondables, qui représentent près de 90% des occupations irrégulières. Le CRES compte aussi s'investir dans d'autres domaines à travers ce projet pour permettre aux populations de tirer profit des inondations. Ces interventions s'accompagnent aussi de la mise en place de ce qu'on peut appeler des modèles d'affaires qui permettront de faire de l'environnement, de ces problèmes, de ces difficultés, des opportunités pour générer des revenus, créer des emplois. Au terme de cette rencontre qui va durer 2 jours, les organisateurs espèrent avoir des résultats qui permettront aux populations de développer une résilience face aux inondations. Christophe Bigot, l'ambassadeur de France au Sénégal, en visite au port autonome de Dakar, accompagné d'une forte délégation. Le diplomate s'est rendu dans plusieurs installations portuaires, comme le terminal vraquier, le wharf pétrolier. Il en a profité pour rencontrer les entreprises françaises qui sont installées au port. Hamidou Diop. La sortie du nouvel ambassadeur est réservée aujourd'hui à un fleuron de l'économie du Sénégal, le port autonome de Dakar. Entouré de ses proches collaborateurs, Dr Cheikh Kanté a expliqué le bond significatif réalisé par le port depuis 2012. Ce succès est selon lui le résultat d'une vision basée sur 3 mots: performance, efficience et sécurité. Le directeur général du port autonome de Dakar a aussi souligné le rôle important de disposer d'un port moderne. Ce que 8 porte-conteneurs de 14 000 EVP avec 200 personnes à bord transportent actuellement étaient transportés par 140 cargos des années 60 avec 6500 marins à bord. Vous voyez, surtout pour l'Afrique, pour s'adapter à ces mutations, il a fallu remettre à niveau les plateformes technologiques, former du personnel. Nous étions un peu en retard, mais je pense que nous sommes en train, à grandes enjambées, de rattraper ce retard-là. Aujourd'hui, nous sommes à 15 millions de tonnes, port de Dakar. Quand je prenais le gouvernail en 2012, nous étions environ à 10 millions de tonnes. À bord de ce bateau, la délégation a pu visiter les installations portuaires, le terminal vraquier, le chenal d'accès, le wharf pétrolier, des ouvrages modernisés qui ont fait que le port de Dakar est l'un des 3 ports les plus compétitifs de la côte ouest africaine. C'est essentiel de venir ici d'abord parce que le port de Dakar, c'est le poumon du Sénégal, mais à vrai dire de l'ensemble de la sous-région. C'est d'une certaine manière le port du Mali. Et c'est important pour le Sénégal que cet avantage comparatif, vous puissiez le garder. C'est aussi évidemment une source de recettes considérable pour l'État sénégalais, pour son budget, à travers l'administration douanière. C'est aussi un enjeu de sécurité très significatif. Et puis, je constate avec plaisir que beaucoup d'entreprises françaises sont présentes ici, que ce soit Necotrans, que ce soit Bolloré, que ce soit CGA, CGM, ou que ce soit aussi la société qui est responsable de la sécurité. Très content de cette visite, le directeur général du port autonome de Dakar a remis ses cadeaux à son Excellence. Terminé sa visite, l'ambassadeur de la France au Sénégal s'est rendu dans les locaux de Dakar Nav et à l'entrepôt de CMA-CGM, situé au kilomètre 5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar.
Une centaine d'entreprises belges a pris part au forum économique organisé ce jeudi par le Sénégal en marge de la foire de Flandre. Notre pays a sonné la grande mobilisation. Différents services de l'État ont présenté à ses investisseurs toutes les opportunités d'affaires. Une opération menée en synergie avec l'ambassade du Sénégal en Belgique, le ministère du Commerce et l'ACPEX. Envoyés spéciaux à Lundiaï, à Ramdawa. Le ministère du Commerce, l'ambassade du Sénégal en Belgique, la direction de promotion des investissements, la DPE, l'agence de promotion des exportations, celle du tourisme, autant d'institutions mobilisées pour montrer aux Belges les nombreuses opportunités d'affaires au Sénégal. L'enjeu est de taille. Ce forum traduit le succès éclatant de la participation sénégalaise à la foire internationale de Gand. Vous avez vu le nombre d'entreprises sénégalaises présentes. Vous avez la participation des entreprises flamandes ici à Gand. Nous avons eu l'occasion donc de montrer les atouts du Sénégal. Nos équipes, les différents services de l'État ont montré les opportunités pour investir au Sénégal. Et nous avons également présenté l'offre sénégalaise en matière d'exportation. Le Sénégal a pu montrer à ses entreprises la capacité de pouvoir exporter sur le marché européen, en particulier sur le marché belge, en présentant notre offre dans tous les secteurs. L'idée à défendre et à prouver par ici est que le Sénégal est une destination d'affaires avec un cadre macroéconomique stable, des réformes prometteuses et des indicateurs au vert. J'ai été très impressionné par le discours du ministre et aussi par le discours de l'ambassadeur. Et c'est avéré que le Sénégal, c'est un pays plein d'opportunités, qui a une croissance économique, qui a une volonté de développer le tissu économique du Sénégal. Et je crois qu'ici, on a réuni plus de 100 chefs d'entreprise, représentants d'entreprises, aussi bien du côté sénégalais que du côté belge, flamand, bruxellois. Et j'espère qu'ils auront des contacts fructueux. L'essentiel, c'était de regrouper les investisseurs et les exportateurs belges qui sont issus de la Flandre, mais également de la Wallonie. C'est l'ensemble de ces acteurs, pour que ces acteurs puissent échanger avec les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont nos opérateurs, qui veulent également avoir des relations en partenariat commercial avec les entreprises belges. Cette mobilisation des investisseurs belges pour les plonger dans l'environnement des affaires du pays est un travail de longue haleine mené par une équipe qui a gagné, dira l'ambassadeur. Le président a décliné la vision, les acteurs politiques et diplomatiques ont balisé le terrain, mais il appartient aux acteurs de pouvoir maintenant, si je devais parler en termes de football, assurer le match. Et je crois qu'aujourd'hui, à ce forum, les acteurs sont venus de part et d'autre, du Sénégal, de la France, mobiliser plus de 125 entreprises dans cette salle. Vous avez vu, pleine. Ça veut dire que nous avons, le Sénégal en tout cas, avec les autorités belges, ont relevé le défi de la participation, le défi de la mobilisation et vous avez suivi le début de la contribution. Contribution avec les présentations excellentes qui ont été faites. Ce forum marque le début des journées économiques du Sénégal en marge de la foire internationale de Flandre. Des visites d'entreprises et des B2B sont les prochaines étapes, opportunités à saisir par les différents acteurs de l'export. La première génération des réformes pour améliorer le climat des affaires au Sénégal est à un taux d'exécution de 94%. La création d'entreprises a connu une hausse de 17,8% de janvier à août 2016. Autre signal du renouveau de l'activité économique, les points enregistrés au niveau des investissements. Notre pays se fixe comme objectif pour l'année en cours des montants de 1 665 milliards de francs CFA pour les investissements privés et 259 milliards de nos francs pour les investissements directs étrangers. Tout cela dans la rubrique économie du jeudi. On fait le point sur les réformes du climat des affaires et leur impact sur l'économie nationale d'Araba. La notion de climat des affaires renvoie à l'environnement institutionnel régissant les activités économiques, mais en même temps, elle est essentielle pour les investisseurs. Il y a beaucoup de réformes qui étaient nécessaires pour permettre de capter certains investissements qui sont, disons, nés de la mobilité
des capitaux au niveau international. Parce que l'Afrique est un nouveau marché et le Sénégal aussi devait se placer pour, disons, pouvoir attirer tous ces investissements-là. Le Sénégal, depuis 2012, a engagé un programme de réforme pour l'environnement des affaires et la compétitivité. L'APIX en assure le suivi et gère le secrétariat permanent. Dans le portefeuille de mesures, il avait été porté 56 mesures. Au 1er juin 2015, lors du dernier Conseil présidentiel de l'investissement, 94% du portefeuille de réforme a été conclu, mais aussi jugé effectif et réputé efficace. Notons que sur la période, le Sénégal a connu pour 2 années consécutives donc le plébiscite de top 10 parmi les meilleurs réformateurs au monde. Des points positifs qui se sont traduits par des bons qualitatifs dans plusieurs domaines. D'abord, le volet création d'entreprises. De janvier à août 2015, nous avons enregistré au niveau national 25 410 créations d'entreprises. Et sur 2016, pour la même période, nous avons enregistré 29 901 entreprises créées au Sénégal. Donc ce qui justifie le bond de 17,8%. Ces performances ont eu des effets dans le processus de mobilisation de capitaux étrangers, surtout dans la zone UEMOA. En la matière, le Sénégal, en 3 années consécutives, a enregistré des bonds successifs de 7%, 8% et 9,6% des IDE. L'année dernière, nous avions bouclé pour 215 milliards de francs CFA d'investissement direct étranger. Et pour 2016, nous allons vers 259,9 milliards de francs CFA d'investissement direct étranger. Et pour les investissements privés, au complet, nous partirons en 2015 à 1659 milliards de francs CFA pour une cible de 2016 de 1665 milliards de francs CFA. C'est ça les résultats tangibles du point de vue de l'attractivité et l'implication du secteur privé dans la réalisation des projets du plan Sénégal émergent. Une nouvelle dynamique avec un regain des investissements, mais au regard de certains spécialistes, le ou les défis de la productivité doivent être relevés en réduisant les coûts de production, surtout pour l'énergie. L'énergie coûte relativement cher au Sénégal comparativement aux autres pays. Et deuxièmement, c'est sur la qualité des ressources humaines. Parce que quel que soit les montants investis dans un pays, s'il n'y a pas, disons, une main-d'œuvre de qualité, ces investissements-là donc, ne peuvent pas conduire à la croissance souhaitée. C'est en termes de productivité donc qu'il faut raisonner. Et peut-être, disons, un autre levier sur lequel on pourrait jouer, c'est l'efficacité du service public. Parce que dans un pays, l'efficacité du service public disons, un élément important, non seulement pour attirer des investisseurs étrangers, mais aussi pour inciter les agents économiques nationaux. L'impact du programme des réformes 2012-2015 est réel. Avant même son terme, la deuxième génération des réformes est déjà finalisée avec d'importantes mesures. C'est le télépaiement. Donc toutes les dispositions qui permettraient donc d'automatiser les procédures des transactions financières. Ça facilite les délais d'exécution des procédures pour les entreprises, ça apporte plus de transparence et plus de crédibilité. C'est un levier important sur lequel le ministère de l'Économie et des Finances a fait déjà un travail important et qui n'est pas loin d'être abouti. La réforme foncière, elle a aussi été portée à un très haut niveau et toutes les dispositions nécessaires de consultation sont bouclées. Les propositions sont aujourd'hui partagées avec les acteurs et des échanges se feront pour finaliser définitivement avant la fin de l'année cette disposition. Et enfin, un élément important qui permet de booster la création de richesses et d'emplois au Sénégal, c'est les zones économiques spéciales. En la matière, la réforme est aboutie. Les chantiers physiques en termes d'infrastructures sont disponibles, le parc industriel de Diamniadio, mais aussi la zone économique spéciale intégrée de Diass, qui démarre leur chantier pour un des parcs
nous avons déjà livré 4 hangars clés en main qui sont prêts à accueillir les investisseurs et pour lesquels d'ailleurs le premier investisseur est en cours d'installation. Les agropoles, donc, qui seront aussi de nouveaux outils et de nouveaux instruments pour booster l'économie sénégalaise dans les secteurs prioritaires que sont l'agriculture. Le Sénégal, dans un processus de changement structurel de son économie, a été cité en exemple aussi bien qu'à la dernière T4 à Nairobi au Kenya qu'au sommet du G20. C'est dire que notre pays est sur la bonne voie, celle de l'émergence. Après la rubrique économie du jeudi sur le climat des affaires, couleur du Sénégal, la série se poursuit. Il est le père fondateur du fameux genre musical sénégalais, le Ndaga. Son nom, Saloum Dieng, sa carrière a débuté vers les années 40 à Médina Sabakh. L'homme que l'on désigne comme l'ami des présidents a fait la pluie et le beau temps pendant plus d'une décennie. Saloum Dieng vit à Ndofane, à quelques kilomètres de Kaolack. Des années après, que reste-t-il de l'héritage musical de ce virtuose? Claire Diop sort les archives et nous fait voyager dans le temps et le temps. Rares sont ceux qui ne le connaissent pas et malgré le poids de l'âge, la légende vivante de la musique Ndaga montre une grande passion pour son art. Saloum Gora Kodou Dieng, la voix d'or de Médina Sabakh, continue de faire vibrer beaucoup de cœurs avec son immense inspiration. Ses premières apparitions sur la scène musicale datent des années 1940. Éminent chef d'orchestre, Saloum Dieng occupe le devant de la scène. Partout, l'artiste est invité pour animer festivités et cérémonies familiales. Il a donné à ce genre musical ses lettres de noblesse. Le Ndaga, une sonorité traditionnelle originaire du Saloum, accompagnée de khalam, tam-tam et kalbas. Oui, premièrement, j'ai hérité de tout cela. Deuxièmement, je l'ai appris. Quand on parle de Ndaga, tout le monde pense à moi, car j'ai été le premier à faire ce genre musical. C'est l'histoire d'un cousin avec sa cousine. Saloum Dieng est né à Diao Bambali, un village dans le département de Kaffrine. Là-bas, il fit ses humanités. Enfant, il a fréquenté l'école coranique de Djamal. Issu d'une famille griotte, Saloum Dieng transita à Médina Sabakh dans le Nioro où vit une partie de ses parents. Et c'est de là que tout a commencé. À l'époque, le khalam était composé de 4 cordes. La kora de 12 cordes. C'est Djalibo Kouyaté qui a augmenté ça jusqu'à 33 cordes. Le succès du maître magistral du Ndaga dépassera les frontières du pays. L'artiste fut invité d'honneur des présidents Léopold Sédar Senghor, Mohamed Ould Dada, Daouda Kairaba Diawara et bien d'autres. Quand j'ai chanté Ndeye Ndiaye Nga Signelma, j'ai ajouté quelque chose qui avait beaucoup intrigué Senghor. Je ne savais pas quoi faire, j'ai juste dit Senghor a dit, je ne peux pas écrire cela. Ça veut dire quoi? J'ai répondu, toi tu es parti en France pour apprendre le français aux Français. Ils étaient éblouis et ne savaient pas quoi te dire. Eh bien, c'est la même chose avec moi. Il m'a offert 1 million de francs. Aujourd'hui, loin, très loin de ces périodes de grande notoriété, seuls les souvenirs de sa gloire rythment son présent. Danser et chanter, c'est tout ce que je peux faire. J'avais un oncle qu'on appelait Barinop. Un jour, il a dansé jusqu'à tomber dans un puits. Son premier enregistrement a été réalisé pour les besoins de la mythique émission Pencum Sénégal sur les ondes de Radio Sénégal, animée à l'époque par Feu Mada Penda Sek. Saloum Dieng fut élevé au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite en 2002. Ses paroles restent d'actualité. Elles sont reprises par des artistes comme Youssou Ndour ou encore Pape Diouf. Quand Pape a repris ma chanson, il est venu à Kaolack et m'a invité. Il a chanté et j'ai pleuré. Il a trop bien fait cela. Saloum Dieng, un lépreux guéri, les séquelles laissées par la maladie n'ont entaché en rien sa carrière. Nous, on chantait pour éduquer et éveiller les populations, mais pas pour de l'argent.
L'artiste aux chansons fétiches qui a occupé le devant de la scène pendant plusieurs décennies évolue aujourd'hui en solo avec quelques rares apparitions en public. Les thèmes développés à travers ces chansons touchent divers aspects de la vie, éducation, actualité ou amour. Après le Ndaga du Ndaorabine dans Couleurs du Sénégal, une danse mythique et sacrée créée par les femmes de la collectivité Lébou jadis, pratiquée pendant la période pré-hivernale et les cérémonies d'intronisation des dignitaires Lébou. Le Ndaorabine garde toujours ses charmes, ses secrets, son authenticité et son rythme. Fatou Diofa. Ndaorabine, une danse traditionnelle propre aux femmes Lébou. Il y a quelques décennies, des séances étaient organisées pour occuper les jeunes durant la période pré-hivernale, d'où sa signification étymologique. Ndao signifie jeune et Ragin fait appel à l'expression corporelle. Ndaorabine, c'est une tradition chez nous. Je peux même dire que c'est inné. Même les enfants de 4 à 7 ans dansent bien le Ndaorabine. On ne rate jamais les cérémonies d'intronisation des Djaraf. Nous l'avons hérité de nos ancêtres. Elles dansaient le Goumbé, le Ndaorabine. À l'époque, les sabars et les koladera n'existaient pas encore. C'était nos seuls moments de divertissement. Les chorégraphies dévoilent une certaine élégance. Elles s'habillent traditionnelles. Longue robe, 7 ou 4 pagnes superposées, tresse des années 40 avec le ngouke orné de libidor, comprenez l'huile d'or. Enfin, elles se maquillent et se tatouent à la manière des femmes sénégalaises d'hier. Tout le monde suivait le Ndaorabine, adultes et jeunes. Les autorités étaient souvent invitées et le jour J, nous portions des habits décents et des accessoires traditionnels. La danse s'effectue comme ça. On lève le pied et on remue les reins d'une manière nonchalante. On danse aussi le goumbé et la danse du neup. Ndaorabine s'accompagne de chants, des louanges au génie protecteur et au Djaraf, chef coutumier Lébou. D'ailleurs, lors des cérémonies d'intronisation, c'est le Djaraf qui dirige la danse, d'où son caractère sacré. Lorsqu'on chante les louanges du Djaraf, c'est pour le galvaniser. C'est lui que toute la communauté a choisi. Il est chargé de nourrir, de protéger les villageois et de prendre les bonnes décisions pour le bien-être des populations. La danse Ndaorabine résiste à la modernité. Ses rythmes endiablés agrémentent toujours les fanales, régates, journées culturelles, baptême, mariage ou encore les combats de lutte. C'est notre troupe qui animait les séances de lutte à l'arène Djibi Diop. À l'époque, c'est Monsieur Carré Rouge qui nous a menés jusqu'à Saint-Louis rien que pour danser le Ndaorabine. À Woukam, Yoff et autres fiefs Lébou, des séances de Ndaorabine sont souvent organisées. Une manière de sauvegarder leur patrimoine culturel. Rassurez-vous, la relève est dignement assurée. Couleurs du Sénégal, la série se poursuit demain en ce délite. On va vous inviter à une dégustation plutôt médiatique et d'actualité. Après la viande, on voudrait bien revenir au poisson, sauf que le produit a déserté les marchés. Les pirogues sont à quai et de Soumbédioune à Gendar, en passant par Kayar, les pêcheurs sont au repos. Dès lors, se faire un thieboudienne digne de ce nom relève presque du miracle. Trouver le mouton n'a pas été facile et après avoir du poisson frais n'est pas simple. Le poisson d'après Tabaski, c'est une chronique signée Oumar Diawa.
Après la folle quête du mouton qui a terminé sa course sur les fourneaux et dans les frigos et congélos, on se détourne quelque peu de la carne. Ah oui, nous sommes bien des carnivores, mais ferions mieux de consommer plus de fruits et de légumes, ce qui ne nous transformerait pas en moutons à sacrifier. Au contraire de cela, on sacrifie notre précieuse santé avec la bouffe excessive de viande rouge, la plus grasse étant par ailleurs la plus recherchée. Maintenant que les bêlements se sont tués et que l'on ne sait trop quoi faire des peaux et autres restes, on veut s'inviter à un bon riz au poisson. Mais le thieboudion, lui, naguère boudé, se fait vraiment désirer. C'est que Pendambaï sait ce qu'elle vaut. Elle savait qu'on reviendrait toute papille secrétante lui faire la cour. Certains donneraient cher, ne serait-ce que pour une poignée de gratin, même noirci le rogne. Pour en arriver à un fond de marmite pas conseillé pour les mauvaises dents, il faut avoir préparé. Or, ce thieboudion qui a fini de repousser de notables lengourban et autres niri a des exigences minimales. La première d'entre elles est bien sûr le poisson. La ressource est naturellement rare en cette période d'hivernage. Si en plus les acteurs gardent les pirogues au sec, il n'y a aucune chance d'en avoir. De Soumbédioune à Guendar, les hommes de la mer nourricière et parfois meurtrière n'ont pas idée de se remettre à flot tout de suite. Noce, le mot est lâché. L'après-tabaski, c'est un peu le congé annuel des pêcheurs. On se marie parfois et on demande à la nouvelle mariée de montrer ses talents culinaires. Elle présentera de la viande aux invités, ce qui vous rendra furieux. Que voulez-vous donc, monsieur? Elle n'a pas eu de poisson de tabaski au marché et son mouton de tabaski n'est pas encore fini. À vos barques et à vos filets. Clap Ivoire 2016, le Sénégal décroche 3 prix, dont celui de l'UEMOA pour la meilleure fiction qui est revenu à Fatou Touré pour son film La Promesse. C'est le Togo qui repart avec le Grand Prix. À la fin de ce concours de court-métrage dédié aux jeunes réalisateurs de l'UEMOA, le ministre ivoirien de la Culture a lancé un appel pour une révision des méthodes de financement du cinéma dans la zone. Envoyé spécial à Abidjan, Khadija Ouminour. C'est le film Rumeur du Togolais Maxime Kossivitiankoun qui décroche le Grand Prix Côte d'Yeux et bouclé de Clap Ivoire 2016. Son huis clos sur la menace terroriste a remporté les faveurs du jury. Nous voulons juste dire aux gens de pouvoir continuer de rêver, de vivre leur vie. C'est un film qui est encore en cours de production. C'est juste un extrait du film qu'on a sorti et qu'on a présenté ici. Et grâce à Dieu, c'est payant. Le Sénégal ne repart pas bredouille, loin de là, puisque La Promesse de Fatou Touré s'adjuge le prix UEMOA de la meilleure fiction et le prix de la meilleure interprétation féminine pour Fatima Bari, qui en est l'actrice principale. Je croyais fermement que j'allais avoir un prix et ça me fait énormément plaisir, ça je peux le dire. Mortal Agnon, l'autre représentant du Sénégal, voit l'esthétique de son documentaire Ramatou récompensé. C'est à lui que revient le prix de la meilleure photographie. Comme un autoproducteur qui n'a pas encore d'argent, j'ai appris à toujours me débrouiller, que ce soit en son et en image. Ce prix, ça reste aussi une motivation. Et aussi, je suis conscient qu'il reste beaucoup à faire. Pour le jury présidé par l'acteur ivoirien Norbert Etraniao, l'édition 2016 a été un bon cru, même si un peu plus de soutien des pouvoirs publics ne ferait pas de mal à ces jeunes réalisateurs. Au niveau des États, il faut que la prise de conscience qu'il faut soutenir le cinéma, quand on sait que de jeunes réalisateurs, s'ils continuent sur cette lancée, on peut dire que d'ici quelques années, la relève sera assurée. La commission de l'UEMOA qui soutient Clap Ivoire, ce concours de court-métrage de jeunes réalisateurs de la zone, entend d'ailleurs miser davantage sur le 7e art. L'industrie cinématographique constitue un gisement de valeur ajoutée. Maintenant que tous nos États veulent aller vers l'émergence, l'UEMOA estime que le cinéma de notre espace peut jouer un grand rôle pour aller vers l'émergence. Mais pour cela, il va falloir revoir le modèle économique du 7e art ouest africain. Et pourquoi ne pas s'inspirer du modèle nigérian? Telle est la question que pose Maurice Bandama, ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Le modèle économique du cinéma nigérien, même si on le décrit, il a avantage d'être un cinéma à petit budget. Par semaine, c'est 50 films, long métrage que le Nigeria produit. Nous, on ne peut pas produire 3 films de long métrage par an. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Maurice Bandama propose d'organiser en marge de Clap Ivoire 2017 une réunion des ministres de la Culture de l'espace UEMOA à propos du cinéma.
En France, entre 12 000 et 13 500 manifestants se sont regroupés à Paris contre la loi de travail. Et puis trêve en Syrie, l'aide humanitaire tarde à parvenir aux régions assiégées. Alors qu'au Burkina Faso, le président Kaboré vient d'ordonner des poursuites contre Isaac Zida. La synthèse de l'actualité internationale avec Louise Pizza. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a ordonné des poursuites contre Yacouba Isaac Zida, ex-premier ministre pendant la transition qui vit aujourd'hui au Canada. L'ex-premier ministre devenu général de division à la fin de sa mission à la tête du gouvernement de transition est accusé de désertion en temps de paix et refus d'obtempérer. En France, la mobilisation était un peu moins importante ce jeudi 15 septembre que lors de la précédente manifestation le 5 juillet contre la loi de travail. Le cortège a défilé de la place de la Bastille à la place de la République à l'appel de l'intersyndicale opposée à la loi. Des échauffourées ont eu lieu à marge de la manifestation, dont des jets de cocktails Molotov devant des commerces, place de la République. 9 personnes ont été interpellées, dont 2 pour violence sur agents de la force publique. En Syrie, le cessez-le-feu entré en vigueur cette semaine a été prolongé de 48 heures. Les autorités ont annoncé qu'aucun mort, civil ou militaire, n'avait été répertorié durant les premières 24 heures dans les zones concernées. Mais à New York, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a demandé à Washington et à Moscou d'aider à débloquer l'aide humanitaire. Celle-ci n'est toujours pas parvenue aux régions assiégées. L'ONU exhorte Damas à autoriser immédiatement une distribution d'aide humanitaire. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Permanent d'ici décembre, date retenue pour le premier Conseil national des exécutifs. Climat des affaires au Sénégal, quel impact sur l'économie? Les réformes initiées par le gouvernement sont à 94%. Le taux d'exécution, une hausse de plus de 17% est notée en matière de création d'entreprises. En cette année 2016, notre pays va atteindre les montants de 1665 milliards pour les investissements privés et 259 milliards pour les investissements directs étrangers. Le point dans la rubrique économie de ce jeudi. Couleur du Sénégal sur le tempo du Ndaga, ce genre musical spécifique au Sénégal à son père fondateur, Saloum Dia, ou la voix d'or de Médina Sabar qui vit à Nofane et garde toujours la pêche. L'homme a toujours été décrit comme l'ami des présidents Senghor ou Daouda Diawa. Et puis le Ndao Rabine entre rythme, élégance et mysticisme. La danse des femmes lébou passe à la loupe dans la série pour encore plus de couleurs du Sénégal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a quitté Dakar cet après-midi à destination de Montréal pour participer à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Pour rappel, le Sénégal a déjà bénéficié de 300 millions de dollars de ce fonds lancé en 2002. Le chef de l'État se rendra ensuite à New York le 18 septembre 2016 pour prendre part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. À cette occasion, le président de la République va délivrer un message en sa qualité de président du NEPAD. Il interviendra également à la tribune du Conseil de sécurité dans le cadre du débat sur la Syrie. Par ailleurs, un important programme d'entretien bilatéraux est inscrit dans l'agenda du président de la République. Le chef de l'État sera de retour à Dakar le 22 septembre 2016. José Mario. Si on fait un peu la cartographie des interventions, au niveau du Sénégal, il y a une grande disparité au niveau des régions. Il y a des régions qui, en termes d'investissement, d'infrastructures, sont des régions qui sont très bien pourvues. Il y a d'autres régions qui enregistrent un gap énorme en termes d'infrastructures. Et pour un suivi de ces politiques territoriales, une revue trimestrielle sera organisée par le Premier ministre, une manière d'avoir une idée sur les engagements pris lors des conseils des ministres décentralisés. Le fait de pouvoir créer une revue trimestrielle, ça permet de mettre les acteurs territoriaux en confiance. Ça permet aussi de mettre les partenaires techniques et financiers en confiance parce qu'on a besoin, à un moment ou à un autre, de pouvoir contrôler l'action publique. Si tous les 3 mois, le Premier ministre peut réunir l'ensemble des acteurs pour savoir est-ce qu'effectivement
ces processus sont bien engagés, je pense que ça permet de faire une bonne coordination, de réorienter et d'impulser davantage. Donc cette deuxième instance, au moins, permet de faire ça. À cela s'ajoute le Conseil national des exécutifs. Objectif, évaluer annuellement le programme territorial de l'État. Le Conseil national des exécutifs permet au président de la République de partager encore sa vision et sa stratégie. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre dans surtout le rôle qu'il doit jouer dans la définition de la politique de la nation. C'est son rôle. Mais il doit le partager avec l'ensemble des détenteurs, entre guillemets, de pouvoir. Parce que aussi bien les élus, donc les exécutifs locaux, ont des pouvoirs. Ils sont habilités. Et leurs collectivités ont des missions qui sont complémentaires à celles de l'État. Conférence territoriale, revue trimestrielle au Conseil national des exécutifs, un triptyque qui en dit long sur l'ambition des pouvoirs publics. Reçu hier par le président Macky Sall, le président bissau-guinéen est venu rendre compte au chef de l'État de l'évolution de la situation dans ce pays voisin. Une crise qui fait l'objet de médiation, notamment celle de la CEDEAO. Il a remercié le président Sall pour le soutien constant du Sénégal. Pour sa part, le chef de l'État s'est dit optimiste quant à une issue heureuse au Marninga. La preuve que Dakar est incontournable dans le processus qui doit conduire à la résolution de la crise en Guinée-Bissau. Le président José Mario Vaz est venu rendre compte au chef de l'État de l'évolution de la situation. Et depuis hier que je quittais de mon pays, j'étais à Brazza, Djamena, et je me retrouve cette soirée avec mon frère ami Macky Sall. Je suis là surtout pour rendre compte de tout ce qui se passait en Guinée-Bissau avec la mission de deux présidents de la République, président de la Guinée, président de la Sierra Leone, sur la situation de médiation en Guinée-Bissau. Et je suis là pour rendre compte du président Macky en tant qu'ami et en tant que voisin aussi, et de l'écouter. Et aussi le Conseil. Le Sénégal est toujours à côté de nous. De temps en temps, je parle avec le président Macky. Vraiment, il a beaucoup fait pour la Guinée-Bissau. C'est à cause de ça que je suis là. Et je suis là pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Pour une paix définitive dans ce pays voisin, le chef de l'État s'est beaucoup investi. Aujourd'hui encore, il s'est dit confiant quant à une issue heureuse. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reçois mon frère et ami. Aux différentes mesures issues des 14 conseils des ministres délocalisés. En fin d'année, le chef de l'État intervient. Il va présider le premier conseil national des exécutifs. L'objectif est de procéder à une évaluation annuelle du programme territorial de l'État du Sénégal. La territorialisation des politiques publiques, une option irréversible. Le président de la République l'a réaffirmé hier en Conseil des ministres. Il a donc livré l'agenda et les délais afin de renforcer les pouvoirs des collectivités territoriales. Ibrahim Mandanga. Le développement des collectivités locales est une priorité pour le gouvernement. La concrétisation d'une telle volonté passe nécessairement par une articulation des politiques territoriales. C'est d'ailleurs ce qui motive l'initiative des conférences territoriales dans chaque région à la date du 30 octobre. C'est une très bonne initiative parce que déjà les différents textes de loi de la décentralisation avaient prévu déjà en 1996, il y avait la conférence d'harmonisation qui devait se tenir régulièrement au niveau de chaque région pour permettre un peu à l'autorité régionale de faire le point sur la situation des différents investissements au niveau de la région. La conférence territoriale d'évaluation donc essaie d'évaluer ce matching. Est-ce que ce matching marche? Quand l'État vient dire je fais une infrastructure dans la région et quand une collectivité ou bien des collectivités solidairement veulent réaliser une autre infrastructure, il faut qu'on voit d'abord est-ce qu'il n'y a pas un doublon? Parce que ça, je pense que c'est la meilleure façon de gaspiller des ressources. Et on parle depuis toujours dans ces deux documents de rationalisation des ressources publiques. Mais un défi est à relever, la pérennisation de l'organisation de ces conférences. Le président José Mario Vaz, président de la
République de Guinée-Bissau. Il a tenu à s'arrêter à Dakar pour justement nous faire l'amitié de nous informer de l'évolution de la situation qui avance positivement. Nous devons être optimistes. Le président Alpha Condé, en tant que médiateur de la CEDEAO, ainsi que le président Baye Koroma, se sont rendus à Bissau, l'ont rencontré, ont rencontré toute la classe politique. Nous avons bon espoir et vraiment il m'a fait un point exhaustif. Je l'en remercie. C'est donc une marque de reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall pour son accompagnement constant et son soutien. En Conseil des ministres hier, le chef de l'État a engagé le gouvernement pour un suivi cohérent des politiques territoriales. Il a déterminé un calendrier qui implique toute la chaîne de l'exécutif. Les gouverneurs vont tenir des conférences territoriales en octobre et le Premier ministre une revue des engagements publics en novembre. Puis en décembre, le chef de l'État va tenir le premier Conseil national des exécutifs. Tierno Armadoussia. Territorialisation des politiques publiques, cohérence des réalisations, une projection claire des plans de développement des collectivités territoriales et des nouveaux programmes d'infrastructure, un vaste chantier qui démarre le 30 octobre avec 14 conférences territoriales. Dans chaque région du Sénégal, le gouverneur évalue l'état d'exécution des programmes d'investissement. Ensuite, au mois de novembre, le Premier ministre préside la première revue de l'ensemble des engagements publics et programmes prioritaires. Le rendez-vous sera trimestriel et il va s'intéresser